Bonjour Babacar Touré. Bonjour. Permettez-moi de vous recevoir sur mon plateau pour parler de la situation qui prévaut en Casamance. Alors qu'on passe proche la fin de cette crise avec une accalmie de plus de 5 ans notée à Casamance, comment en est-on arrivé là? Oui, comment en est-on arrivé à cette situation déplorable? C'est la principale question que se posent tous ceux qui sont intéressés par la situation en Casamance. Il faut noter qu'à la veille de ce qu'on appelle la tuerie de la forêt des Bayottes, il y a eu des signaux qui nous sont venus d'un peu partout et qui auraient pu servir d'alerte, mais qu'on n'a pas pu décrypter. Dans ce département de Niassia, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au courant novembre. C'est-à-dire des jeunes de Bourofaï avaient érigé un comité de vigilance, un comité qui lutte contre la coupe illégale de bois. Parce qu'il faut savoir une chose en Casamance, c'est qu'il y a les gens qui ne vivent que de la coupe et de la vente de bois. Il y a du bois pour le bois de chauffe pour faire de la cuisine et consorts. Et il y a un autre bois qui est destiné à la menuiserie, à l'ébénisterie. C'est le bois de teck, c'est le bois rouge, le vène, etc. Il y a un problème qui se passe en Casamance. Ça veut dire, si vous ne disposez pas d'autorisation de coupe et que vous vous aventuriez dans les forêts, vous êtes susceptible de tomber sur l'armée ou bien sur les eaux et forêts. Et ça, vous risquez d'aller en prison pour coupe illégale d'arbres. L'autre chose, c'est que si les eaux et forêts vous donnent une autorisation de coupe et que vous tombez sur les combattants du MFDC, vous avez encore un problème. Donc, parce que eux, ils vous disent que vous êtes en collaboration avec le Sénégal, vous êtes des collaborateurs du Sénégal et en conséquence, vous pouvez être même passible d'être assassiné sur place. Donc on est entre deux feux. Maintenant, pour s'en sortir de cette situation, les populations étaient obligées d'avoir l'autorisation délivrée par les eaux et forêts, mais aussi collaborer avec certaines factions des mouvements rebelles qui retrouvent sur le terrain. Voilà la situation, ce que l'on est. Au mois de novembre dernier, des jeunes du village de Bourofaï ont attaqué des gens qui venaient dans cette forêt-là pour chercher du bois. Il y a eu une bagarre qui a éclaté. Ensuite, il y a eu des jeunes, comment on appelle, les coupeurs de bois, qui sont retrouvés avec des blessures. Ils ont porté plainte. Est-ce que ces coupeurs avaient l'autorisation? Pour le moment, on ne peut pas savoir. Parce que pour la plupart de ces gens qui tournent autour du bois n'ont pas d'autorisation. En tout cas, la plupart n'ont pas d'autorisation. Et aussi, c'est les conditions d'attribution de ces autorisations qu'il faut voir. Mais il en est que, lorsqu'une plainte a été déposée au niveau du procureur de la République, un soit transmis a été adressé à la brigade de gendarmerie mixte de Escale, qui a ouvert une enquête et procédé à des arrestations. Des jeunes de Bourofaï ont été mis en prison et libérés. Certains ont dit qu'ils auraient bénéficié de grâce présidentielle. En tout état de cause, ils ont fait moins de 3 mois en prison. En tout cas, ils sont libres. Ils sont libres quelques jours après leur libération. Il y a eu cette tuerie dans la forêt des Bayottes. Ce qui nous amène aujourd'hui, puisque quand on revient sur les circonstances de cette tuerie de la forêt des Bayottes, les témoignages qui nous sont revenus, y compris des témoins oculaires, c'est-à-dire des gens qui étaient là, qui ont échappé. Parce qu'il y a eu 3 personnes qui ont échappé. Comme nous l'avions dit dans une de nos enquêtes papier, 3 personnes ont échappé à la tuerie et à partir de leur cachette ont vu les tueurs exécuter leur basse besogne. Ces gens ont dit que quand les rebelles sont arrivés, ces gens ont dit que des combattants armés ont pris possession de la forêt très tôt le matin. Et depuis 7 heures et l'arrivée des premiers bûcherons qui sont arrivés dans la forêt, ils ont été arraisonnés et tout de suite on leur a pris leur carte d'identité. Ensuite, ils les ont rassemblés dans un endroit. Certains même ont témoigné en disant que ces combattants armés leur avaient demandé s'ils étaient les personnes qui avaient eu des problèmes avec les jeunes de Bourofaï. Question à laquelle ils ont pratiquement tous répondu non. Mais ce qui est grave dans cette histoire-là, c'est qu'après les avoir... parce que nous, on a fait... parce que ce qui est sorti de cette enquête, c'est que
7 heures, les personnes ont été gardées jusqu'à 12 heures. C'est à partir de 12 heures simplement qu'ils ont décidé de les tuer tous. Ça démontre quoi? Ça démontre que cette action a été faite par des professionnels. Ça démontre que ces actions ont été faites par des gens qui connaissent le terrain. Ça démontre que c'est fait par des gens qui n'ont pas peur, qui se sont sentis chez eux pour exécuter une telle mission. Voilà ce qui s'est passé ce jour dans la forêt des Bayottes. Est-ce qu'auparavant, on avait eu à avoir ce genre de tuerie dans cette même zone? Dans cette même zone, il faut se rappeler que pratiquement toutes les populations civiles avaient quitté la zone. Il y a eu beaucoup d'exodes, de Borofaï jusqu'à Baraf, ainsi de suite. Des villageois avaient été tués. Il y a eu, aujourd'hui, on a parlé de cette tuerie de la forêt des Bayottes. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais encore jeune, de tous ces villages manjacs qui étaient dans les parages, qui ont été décimés. Les gens ont fui, jusqu'à présent, ne sont plus jamais retournés dans leur village. Je te parlerai de Baraf, je te parlerai de Toubakouta. Et plein de villages qui sont dans cette zone ont été abandonnés et devenus sous le contrôle du MFDC. Parce que c'est une zone où même l'armée ne s'aventure pas. Est-ce qu'il y a eu une tuerie pareille? Non. Mais est-ce qu'il y a eu une tuerie de grande échelle tout dernièrement? Oui. Il y a, ça doit être 2011 ou 2013, il y a eu une tuerie pareille dans la forêt de Diagnon. Diagnon, c'est de l'autre côté vers Niaguis, où 11 personnes ont été tuées dans une forêt et jusqu'à présent, l'enquête n'a rien donné. Pour la même cause. Pratiquement. Soit, parce qu'en Casamance aujourd'hui, les gens meurent que pour deux choses. On les tue soit pour le cajou, soit on les tue pour le bois. Voilà les deux raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, on tue des gens en Casamance. Et les enquêtes qui sont toujours promises en grande pompe ne débouchent pratiquement sur rien du tout. Mais pensez-vous que le MFDC a quelque chose à voir avec cette tuerie? Du moment où, d'après les informations, on a tendance à allier le problème de la coupure de bois et les rebelles. Est-ce que le MFDC a quelque chose à voir avec ça? Je ne peux répondre à cette question. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le MFDC a sorti un communiqué disant qu'il n'est en rien lié ni mêlé à cette histoire. Par contre, le doute est permis, puisque qui est le MFDC? Qui est l'autorité suprême qui parle au nom de tout le MFDC? On ne l'a pas. Le MFDC est composé de plusieurs factions rivales qui ne se parlent pas, qui ne se touchent pas et qui parfois s'affrontent et s'entretuent. Donc, mais tout un chacun, tous ces gens-là se réclament du MFDC, tous ces gens se réclament l'indépendance de la Casamance. Alors, quand on voit les circonstances dans lesquelles, en tout cas c'est des circonstances qui nous ont été décrites, dans lesquelles ces exécutions ont été faites, on ne peut pas ne pas croire que des factions du MFDC ne soient pas mêlées à cela. Pourquoi? Parce que la zone dans laquelle ces tueries ont été perpétrées, c'est une zone entièrement contrôlée par le MFDC et par César Atoute Badiate, qui est l'un des hommes les tout puissants du MFDC, qui contrôle tout Kassolol, Barkamandioka et la zone. Donc c'est dans cette zone-là, je pense que aucun voleur ne va venir à l'intérieur de la gendarmerie commettre des vols ou des tueries à l'intérieur de la gendarmerie, parce qu'on sait que la responsabilité de la gendarmerie est là. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est pourquoi on ne peut pas exonérer le MFDC de ce qui s'est passé dans cette forêt des Bayottes. Pensez-vous que l'enquête ouverte par la gendarmerie débouchera à des résultats qui conduisent à des arrestations? Je doute fort. Pourquoi? Parce que en cette année 2018, on en est à une ère où l'enquête n'est pas simplement des résultats d'audition. Ça veut dire que ce n'est pas simplement ce que les gens ont raconté qui doit permettre à un enquêteur de procéder, de croire que la culpabilité de telle ou telle personne est engagée. On a besoin de preuves matérielles. On a besoin de confondre, de confondre tout le temps les auditions des personnes entendues avec les faits matériels. Je m'explique. Aujourd'hui, on nous a parlé de tueries dans la forêt des Bayottes. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que la gendarmerie a? Au moment où je vous parle, la gendarmerie a des rescapés.
qu'elle a auditionné, ils ont dit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu et comment cela s'est passé. Alors une enquête minutieuse nous aurait permis d'aller jusqu'en brousse, de voir le terrain où la tuerie a été perpétrée, rechercher les types d'armes qui ont été utilisées, voir le nombre de balles qui a été tirées sur les victimes et sur l'environnement, parce qu'il y a des impacts. Voir les traces de pas, s'ils sont venus en véhicule ou pas. Tout ça, une police scientifique aurait permis de le savoir. Par contre, on a perdu l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que dès les premières heures de cette tuerie, la tuerie a eu lieu le samedi. Les combattants sont arrivés au petit matin, 6 h du matin, les premiers qui sont entrés en forêt, 7 h ont été arrêtés. Midi, les tueries ont commencé. Vers 17 h, entre 15 h et 17 h, c'est les rescapés qui sont partis, qui sont revenus en brousse, chercher les blessés et chercher les morts. Entre-temps, ils ont eu le temps d'effacer les traces des assaillants, les traces des tueurs, pour les faire remplacer par leurs traces de pas. Et ils ont détruit des preuves, ils ont pollué ce qu'on appelle la scène de crime. Pourquoi? Alors, parce que c'est le simple fait que quelqu'un qui est étranger à une enquête ne doit pas se trouver sur une scène de crime. C'est pourquoi vous pouvez voir dans les films, quand il y a eu des meurtres ou des crimes, on fait un bandeau jaune-noir pour dire qu'il ne faut pas mettre les pieds ici. C'est une zone interdite parce que c'est une zone d'enquête. Alors, puisque cela n'a pas été fait, on a laissé des gens venir essayer de sauver, récupérer des corps et ainsi de suite. Ils ont pollué la zone. L'autre chose, c'est qu'à partir du dimanche, l'armée du Sénégal a commencé à bombarder la zone avant que les commandos n'avancent. Alors, le bombardement fait par l'armée, ça va encore détruire les preuves qui pouvaient indiquer qu'est-ce qui était là. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, si vous y allez, vous allez trouver des douilles, des tueurs, mais aussi vous allez trouver les restes des projectiles tirés par l'armée sénégalaise pour couvrir l'avancée des soldats vers la forêt. Autre chose encore que j'ai eu à déplorer, parce que dès les premières heures, on a appris qu'il y avait un certain Daouda Manga qui était absent. Alors, Daouda Manga, quand les secours sont retournés chercher les autres blessés, ils n'avaient pas trouvé de Daouda Manga là-bas. Mais le lendemain, on retrouve Daouda Manga à la sortie de cette forêt des Bayottes, pratiquement à 20 mètres de la plaque où c'est écrit forêt classée. D'après les informations données par l'armée, il était en état de décomposition très avancé, de sorte qu'on n'a pas pu remettre son corps à sa famille, on l'a préféré l'enterrer sur place. Ça veut dire quoi? On dit qu'il a été bombardé. Je ne sais pas, je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas vu le corps, mais je sais une chose, c'est que certainement Daouda était un rescapé qui, blessé, a tout fait pour essayer de sortir. Alors si l'armée était intervenue dès les premières heures, avait sécurisé les lieux, peut-être qu'on serait tombé sur Daouda Manga. L'armée ne l'a pas fait. Et si le lendemain encore, peut-être, encore c'est des probabilités, il n'y avait pas eu ces bombardements. Parce que c'est comme on vous dit, dans une école, il y a des otages. Quand il y a des otages dans un marché, dans une école, on ne procède pas par des bombardements. On envoie des commandos, des policiers ou le GIGN qui fait le pas à pas pour aller voir qui est blessé et qui porte secours. Mais on ne procède pas à des bombardements intensifs et massifs. Donc ça, c'est une erreur. Et voilà autant de choses qui font que je ne pense pas qu'en tout cas, en dehors des auditions, je ne pense pas que les enquêtes, l'enquête de matériel et des indices nous permettent d'avancer dans ce dossier. Mais récemment, on a entendu M. Atepa dire qu'il a les noms de ces malfaiteurs-là. Donc, ne pensez-vous pas qu'il est temps qu'il cite ces noms-là afin que l'enquête soit au moins difficile pour les policiers? Je pense qu'il est de la responsabilité du procureur de la République d'entendre Pierre Goudiaby Atepa, qui s'est proposé lui-même de donner les noms. Alors, la balle est dans le camp du procureur de la République. Il se raconte que c'est par jalousie la relation entre Salif Sadio et l'État du Sénégal avec la libération de combattants de Salif Sadio par l'armée que les hommes de César à toutes auraient commis cet acte. Jalousie, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a plus d'entente. En tout cas, la dernière fois que l'armée sénégalaise a eu un accrochage avec Salif Sadio, ça date de 2013.
De 2013 jusqu'à aujourd'hui. C'est dû à quoi? C'est toujours à cause des combats normaux, parce que tout le temps, il y a eu des combats, des accrochages en brousse. Mais depuis 2013, il y a eu un pacte, un accord qui a été signé entre l'État du Sénégal et la fraction dirigée par Salif Sadio, signature qui a permis à la libération de 8 soldats sénégalais. Depuis, il n'y a pas eu d'affrontement direct. Alors, il y a eu un événement, tout dernièrement, les journalistes sénégalais avaient parlé de libération de soldats, de combattants de Salif Sadio. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a un accord de non-agression. C'est-à-dire ils signent un cessez-le-feu où les soldats de Salif Sadio savent que l'armée est là, mais ne les attaque pas. L'armée sait que ça, c'est des rebelles, mais ne les attaque pas. Il y a une situation pareille. Alors pendant ce temps, les combattants en profitent pour aller en vacances, pour aller en congé, aller voir leur famille, descendre, et ainsi de suite. C'est au cours de ces genres de choses, il paraît, que 2 ou 3 combattants auraient été arrêtés, mais aussitôt relâchés. C'est aussi simple que ça. Mais ça, César Atoute Badiate ne peut pas être jaloux de cette situation. Ça ne peut pas conduire, parce que de tout le temps, César Atoute Badiate, en ce qui concerne Salif Sadio, à sa détermination, à ses limites, il n'y a plus de contact entre César Atoute Badiate et Salif Sadio, je pense depuis 2006. Et c'est la même chose que de l'autre côté aussi, où il y a Kompas Diatta, qui n'ont plus de contact avec Salif Sadio depuis la bataille de Baraka Mandioka de 2006, et ces contacts ont été coupés. Alors je ne crois pas du tout que ce serait à cause d'une jalousie que ces tueries auraient été perpétrées. Il faut savoir que jusqu'à présent, César Atoute Badiate, comme ces hommes, n'ont jamais revendiqué la paternité de ces tueries. Mais qui tient le maquis? Personne ne tient le maquis, chacun se réclame chef. Au sud-est, il y a Ousmane Niantang qui dirigeait, qui était en quelque sorte sous les ordres de Nkrumah Sané. Aujourd'hui, Ousmane Niantang a répondu à l'appel du Sénégal, est venu avec une bonne partie de ces hommes parce qu'ils ont cru à la promesse de l'État de leur trouver du travail. Ousmane Niantang est ici au Sénégal, ici vers, en tout cas au nord du Sénégal. Les autres, le reste de la bande, plus de 300 personnes étaient entre Sangalkam et Sébikotane. On les a entendus tout dernièrement faire une déclaration disant que tout ce que l'État du Sénégal leur avait promis, il ne l'a pas tenu parole. Ils meurent de faim, ils meurent de soif. En conséquence, plus de 90% de ces combattants sont retournés. Ils disent retourner en brousse. Maintenant, en brousse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans quel camp ils vont rejoindre, puisqu'ils ont été considérés comme des déserteurs? Est-ce qu'on ne va pas encore assister à un nouveau cantonnement rebelle qui seront des déçus de la parole du Sénégal? Ça, c'est une partie. Au nord, vers la frontière gambienne, vous avez Salif Sadio avec un groupe d'individus, nul ne sait combien. Carrément au sud-ouest, à la frontière bissau-guinéenne, vous avez César Atoute Badiate avec ses hommes. Nul ne sait combien d'hommes il détient, mais en tout cas, c'est l'homme en quelque sorte qui détient le plus gros lot du MFDC. En tout cas, c'est lui qui fait parler le plus de sa personne.